Tout le monde en Suisse adore l'UDC, c'est du moins ce que montrent les sondages. En vue des prochaines élections fédérales, le premier parti du pays tient largement la tête, 10 points devant le PS et le PLR. Avec une régularité de coucou suisse, l'UDC relancée il y a une trentaine d'années par Christoph Blocher se maintient dans sa toute-puissance à la tête du pays, pendant que les autres partis traditionnels luttent bien à l'arrière de la caravane pour ne pas perdre toujours plus de pluie. Mieux que ça, l'UDC pourrait bien gagner aussi sa bataille des cantons, y compris latin. Il y a en effet de réaliser des scores canons au Tessin et à Genève, deux bastions qu'on pensait pourtant, pour des raisons particulières, globalement réfractaires à ces idées. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Quelle est sa recette à ce parti national populiste, d'extrême droite, de droite libérale conservatrice? Comment faut-il le définir d'ailleurs exactement? Qu'a-t-il en commun avec les droites néoconservatrices qui s'imposent un peu partout en Europe et aux États-Unis et qui, encore chez nous, pour lui damner le pion? Eh bien on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités. Ce soir sur ce plateau, l'honneur de recevoir Marco Chiesa. Bonsoir, c'est un plaisir. Rare en Suisse romande. Et pour cause, vous êtes tessinois et c'est très loin le Tessin, ou nous sommes très loin du Tessin. Merci beaucoup d'être là, venu exprès pour notre émission, disons-le. Marco Chiesa, vous êtes le boss, le président de l'UDC Suisse depuis 3 ans, également conseiller aux États tessinois, un pépé presque, puisque vous avez 48 ans. Ça n'a pas été trop dur de vous imposer, justement, vous, le latin, jeune, dans ce parti qu'on voit encore comme un parti essentiellement sous la figure dominante du vieux mâle blochérien suisse-alémanique. Okay. Tout d'abord, je voudrais bien vous remercier pour les jolis mots que vous avez dit. Maintenant, on verra, parce que nous, on n'a pas du champagne. Nous, maintenant, on a la maltine. La maltine parce qu'on est tout au début, maintenant. Mais ma foi, une chose est tout à fait vraie. Les Suisses allemands, chez nous, l'UDC, c'est un parti où la section zurichoise et la section bernoise étaient très importantes. Ils sont même disputés entre elles. Alors, le choix d'un président latin, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense que la première législature comme conseil national, on m'a pesé, on m'a cherché à voir si j'étais quelqu'un de modéré, quelqu'un qui aurait pu amener des messages positifs. Et maintenant, ils m'ont dit, oui, c'est toi. Et à la fin, ils sont toujours là. Les personnes qui ça, c'est très important. C'est une équipe. Alors, on va te soutenir. Et je regarde derrière et il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Justement, sur cette direction-là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous faire commenter. Olivier Meuvely, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand spécialiste des droites, historien et PLR, auteur notamment d'un ouvrage sur l'UDC vaudoise et tout récemment d'une brève histoire constitutionnelle de la Suisse, paru aux éditions Alphil. On les voit passer les deux à l'écran. Je ne peux pas vous empêcher de vous demander, c'est très malin ça de la part de l'UDC. Quand on voit la direction actuelle, effectivement, on s'attend à avoir des vieux mâles dominants suisse-alémaniques et on trouve, tac, un Tessinois jeune. À ses côtés, votre seconde, c'est une femme, romande, jeune également. C'est très habile d'avoir justement, d'abord, assuré la relève, ce qui est la plus grande difficulté dans les partis aujourd'hui, et 2, d'avoir ouvert aux minorités. Oui, bon, d'abord, tous les partis politiques essayent de diversifier leur direction, malgré tout, surtout aujourd'hui. Et on ne peut pas faire le reproche à l'UDC d'essayer de sentir les pulsations populaires où les envies des gens vont. En l'occurrence, en effet, vers cette diversité est sollicitée par tous les milieux. Maintenant, je pense que l'exploit de l'UDC n'est pas tellement d'avoir réussi à proposer un Tessinois à ce poste-là, d'avoir trouvé les ressources, d'avoir s'être développé suffisamment largement pour avoir désormais, vous avez parlé de vivier tout à l'heure, oui, un vivier suffisamment large pour assortir une présidence avec M. Chiesa, avec des dames, avec des gens de différentes régions. Je pense que c'est ça l'élément nouveau par rapport à l'UDC qui a amorcé son grand retour, en effet, dans les années 90 avec Blocher. De l'autre côté du Rubicon politique, bonsoir Benoît Gaillard, bonsoir. Ou peut-être pas d'ailleurs, ce sera à voir. Merci infiniment à vous aussi d'être là. Avec plaisir.
Benoît Gaillard, vous êtes un des piliers du Parti socialiste vaudois, canal Pierre-Yves Maillard, un socialisme qu'on décrira comme social-démocrate, par opposition avec cette nouvelle gauche très sociétale. Vous travaillez d'ailleurs à l'Union syndicale suisse, comme Pierre-Yves Maillard, et vous êtes conseiller communal à Lausanne et naturellement candidat aux élections fédérales, comme conseiller futur, probablement conseiller national. Philippe Val, bienvenue. Bonjour Laetitia. Notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et enfin, Amit Julliard, bienvenue, bien connu aussi de notre plateau. Bonjour, merci de l'invitation. Journaliste au Blick et pas l'ami de l'UDC du tout. Vous êtes l'auteur d'un commentaire publié le 18 mars à l'occasion d'une manifestation anti-UDC qui avait lieu à Genève. Et vous de titrer à regret, mais non, enfin ça c'est moi qui le rajoute, aujourd'hui plus personne ne déteste l'UDC. Vraiment, et pourquoi donc ? Bon, ça, je pense que c'est un fait, que comme d'autres droites ultra-conservatrices et extrêmes en Europe, l'UDC a réussi à se dédiaboliser, et puis son discours est devenu aujourd'hui banal. Maintenant, la question, c'est de dire comment. Moi, je pense que l'UDC a largement bénéficié des années Covid, qui ont renforcé le discours anti-élite, mais surtout que l'UDC récolte aussi les fruits de la présidence de Donald Trump et de son travail de sape. On voit d'ailleurs que l'UDC, dans sa campagne pour les fédérales de cet automne, reprend son discours anti-woke, anti-minorité, anti-avortement, anti-féministe, anti-universitaire. Et puis qu'avec ce discours, l'UDC arrive à aussi élargir sa base. Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres mauvais points à donner sur l'éventail, l'échiquier politique. C'est-à-dire que l'UDC gagne aussi en respectabilité quand la droite traditionnelle et le PLR s'allient à elle, avec elle lors d'élections par peur de perdre des plumes dans les urnes. Et puis de l'autre côté, on a une gauche qui ne réussit pas vraiment à être audible auprès des gens, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui n'arrivent pas à empoigner finalement sérieusement des thématiques comme l'immigration en apportant des solutions satisfaisantes aux yeux du peuple. Et puis enfin, je vous vois, j'y arrive. Moi je pense que c'est aussi grâce aux médias qui finalement se nourrissent souvent des outrances des membres de l'UDC et qui ne mettent plus le parti face à ses responsabilités, parce que certains journalistes sont aussi tétanisés de se faire traiter de woke gauchiste par l'UDC et les armées de trolls anonymes sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini. Merci. Alors, je peux rentrer chez moi. Je ne sais pas de quoi on va se faire traiter ce soir, effectivement, de faire une émission qui est consacrée à l'UDC. Marco Chiesa, il y a 5 ans encore, justement, vous auriez pensé possible qu'on fasse une émission pour dire tout le monde adore l'UDC, ou même poser la question. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus honteux d'être UDC, c'est plus honteux d'en parler, même dans les médias. Disons qu'un quart de l'électorat suisse vote l'UDC, donc je pense que dans certains domaines très importants, que les électeurs et les électrices sont au cœur, on donne quand même des réponses. Lorsqu'on parle du woke et de cette cancel culture, oui, c'est des thèmes, on peut en discuter. Mais franchement, pour moi, il y a des thèmes beaucoup plus importants. Il y a celui de l'énergie qu'on va voter, par exemple. Il y a celui de l'immigration. Il y a celui de la neutralité, encore. Ça, ce sont des thèmes dans lesquels l'UDC a des positions claires. Si vous voulez une réponse sur la woke, sur la cancel culture, on peut en discuter. Mais on y viendra, mais vous en avez fait quand même un thème de campagne. On a mis quand même des réponses. Mais aujourd'hui, je pense que c'est toujours l'immigration un problème. 80 000 personnes l'année passée en Suisse, l'année auparavant 66 000. On a 80 000 Ukrainiens qui sont venus, c'est de l'aide humanitaire, oui. Mais quand même... Alors on y viendra justement sur ces thèmes et sur le fait que vous dictiez aussi l'agenda. Mais Benoît Gaillard, la question c'est, est-ce que la Suisse s'est bleu-chérisée ou est-ce que c'est l'UDC qui s'est dédiabolisé ? Je crois qu'on peut faire un crédit à l'UDC, c'est d'avoir amené une certaine conflictualité dans la politique suisse. Moi, je crois que dans la démocratie, ce qui fonctionne, c'est le combat des idées. Lorsqu'on essaie d'expliquer qu'il n'y a qu'une voie à suivre, qu'à peu près il faut que tout le monde fasse la même chose, en gros la mondialisation libérale, etc., ça ne marche pas. Et par rapport à ça, il faut sans doute, c'est un peu ce qu'on apprend des années 2000, 2010, il faut ramener une forme de conflictualité et de bagarre des idées, parce que l'idée qu'il n'y a qu'une voie n'est pas porteuse pour la démocratie. Maintenant, la grande question, c'est quelles sont les lignes de conflit, quels sont les conflits qu'on juge centraux dans la démocratie. Alors, M. Chiesa vient de dérouler, disons, ces thèmes habituels, nous a parlé de neutralité, nous a parlé d'immigration.
À mon avis, c'est avant tout des écrans de fumée. Il n'y a pas grand-chose qui est proposé par l'UDC dans ce domaine-là. Moi, je viens d'un canton où le succès de l'UDC doit quand même être un tout petit peu relativisé. L'UDC est plutôt sur une pente descendante depuis 10-20 ans dans le canton de Vaud, donc il faut quand même aussi le voir. C'était un bastion de l'UDC, variante PAI à l'époque, qui avait réussi un peu sa blochérisation, si vous me permettez de le dire comme ça. Puis aujourd'hui, où il y a plutôt une forme de défaite. Et ma conviction, c'est que cet automne, c'est pas exclu qu'on assiste en réalité à une fin de ce règne de l'UDC sur le fait d'imposer les thèmes de campagne, le fait de vouloir parler en gros que d'immigration et puis de la Suisse contre le reste du monde. Je pense que le contexte, avec le pouvoir d'achat, avec les questions de primes maladie, etc., en réalité se prête à un changement de la question de on parle de quoi dans la politique suisse. Parce qu'avant des réponses, je termine là-dessus, avant de savoir ce qu'on répond, la question dans la politique, c'est on parle de quoi? Et là, je dois dire, l'art de l'UDC a été de nous faire parler des thèmes UDC pendant 20 ans. Je suis convaincu que cette année, ça peut changer. Et de fixer l'agenda. On va y revenir, mais j'aimerais juste vous entendre, Philippe, la vision à l'extérieur qu'on a de la Suisse, justement, parce qu'on a l'impression que la Suisse, aujourd'hui, se confond parfois même avec les thèmes de l'UDC. La vision qu'on a, c'est quoi? C'est d'une Suisse gouvernée, d'un pays qui est gouverné par une droite nationaliste? Non, je ne pense pas. Je pense que les gens... C'est tellement compliqué, le système suisse, avec les cantons, les responsabilités décentralisées partout, qu'il y a comme quelqu'un qui ne serait pas du tout doué en Rubik's Cube et qui dit « je ne joue pas à ça ». On regarde la Suisse un peu, des fois en se disant « je ne vais pas m'amuser à comprendre, c'est trop compliqué ». Mais on regarde quand même les tendances et il y a quelque chose de très différent en Suisse. C'est que par exemple, ce que vous venez de dire, à propos de la nécessité démocratique d'avoir des idées qui se contredisent et qui se discutent pour arriver à un moment donné à un consensus raisonnable, si possible. C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire en France depuis bien longtemps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a du mal à comprendre la question de l'extrême droite en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une gauche extrême qui aujourd'hui a le monopole de la gauche en France, qui s'est bâtie sur l'idée, sur son héroïsme antifasciste. Héroïsme qui ne s'est pas tellement traduit pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, mais plutôt après, pendant la période de la décolonisation, antifasciste. Pas du tout antitotalitaire, antifasciste. Quand ils n'ont plus de fascistes, c'est-à-dire quand Franco, Salazar, Pinochet, Papadopoulos ont quitté la scène par les pieds devant, eh bien, ils se sont retrouvés à trouver des fascistes imaginaires d'une certaine façon. Il y avait des tas de choses à dire sur le mouvement d'extrême droite, tel qu'il est devenu aujourd'hui, mais peut-être pas qu'il était fasciste. C'est autre chose. Il y a une autre histoire, même si dans les racines de la droite radicale suisse, il n'y a pas la même chose que dans la droite française, le maréchal Pétain, etc. Enfin bon, la période de l'occupation. Non, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Ok, vous n'avez pas été occupé par les Allemands. Non, on a dit il y a une histoire. Il y a une très forte l'objet d'un très long rapport. Oui, il y a une très forte histoire de la colonisation. Okay. Mais cette espèce d'écran antifasciste, sans aucune précaution pour ce qui pouvait être antitotalitaire. Ils s'en foutaient parce qu'ils étaient plutôt communistes, donc le totalitarisme, ils ne voulaient pas en parler. Mais cet écran antifasciste a fait que le débat d'idées avec la droite radicale n'existe pas en France. Voilà. Alors qu'il existe en Suisse. C'est toute la différence. Il y a des questions et des réponses qui se posent de part et d'autre. Stabilité du gouvernement aussi. Donc, alors, après, effectivement, il reste le problème des cantons pour l'UDC. Hein, c'est très compliqué d'arriver dans les exécutifs, ça c'est une chose. Mais pour revenir sur vos succès, notamment à Genève et au Tessin, c'est quoi la recette? Mais moi, je pense que tout d'abord, on doit percevoir qu'un parlementaire, quelqu'un qui veut devenir un parlementaire, il ne fait pas partie d'une élite. Il est quelqu'un qui doit rencontrer les gens. Et donc, on a cette formule, on l'utilise tout le temps lorsqu'on a une assemblée des délégués, lorsqu'on a des petites réunions, c'est l'UDC proche des gens. Alors, on rencontre, on parle avec les gens. C'est vrai, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et on l'a thématisé beaucoup maintenant avec la loi sur l'énergie, la loi sur le climat. Parce que c'est tout à fait clair qu'avec cette loi sur le climat, les coûts, ils vont certainement augmenter. On ne va pas refaire le débat, mais lorsqu'on discute des thèmes qui brûlent sous les doigts des gens, alors les gens réagissent aussi avec intérêt
réagissent aussi et voient qu'est-ce qui se passe. C'est un thème qu'on a discuté, que j'ai évoqué avant, avec l'immigration. Il y a, avec la libre circulation de personnes, la Suisse, elle va vers 9 millions de personnes. On a déjà atteint 9 millions, on va vers 10 millions de personnes. Ok. C'est vrai que vous... Alors, oui, non mais, Monsieur Kayser, moi ce que je trouve très intéressant, vous venez sur la question du pouvoir d'achat. Mais ce que vous ne mettez jamais sur les affiches, ce que l'UDC ne met jamais sur les affiches, c'est « nous sommes contre l'indexation des rentes AVS » à l'inflation, où nous sommes contre les salaires minimums dans les cantons, où nous sommes contre le plafonnement des primes d'assurance maladie. Et c'est là que, à mon avis, il y a une partie de votre approche qui n'est pas toujours correcte et qui n'est pas toujours honnête, mais qui est quelque part de l'art politique, ça j'admets, ou de la communication politique réussie. C'est que vous ne dites jamais, oui, votez UDC, nous affaiblirons les droits des locataires. Ça, c'est jamais sur l'affiche. En revanche, l'immigration est sur l'affiche, et en l'occurrence, la politique énergétique est sur l'affiche. Mais je conteste l'idée que vous meniez le débat de manière honnête, et c'est ça qui me déplaît dans ce que vous venez de dire, c'est que vous voyez, on est déjà du pouvoir d'achat à l'immigration. Il vous a fallu 3 phrases, j'ai compté, 3 phrases. Alors qu'en réalité, ces 2 thématiques-là, aujourd'hui, c'est pas ça qui brûle sur les gens. Les gens qui se posent des questions de pouvoir d'achat ne se posent pas des questions d'immigration. C'est exactement ça le problème de la gauche, qui ne se pose pas le problème de l'immigration. J'aimerais faire réagir Olivier Meuvely, parce que justement, quand même, l'UDC, on le voit, dicte l'agenda à tous les partis, que ce soit sur l'immigration. Il a même repris la main sur la loi climat, en particulier dans l'électorat PLR. Il a fait monter en quelques mois, avec une campagne très agressive, le non contre la loi chez 37% selon un sondage IGFS Bern, 37% de l'électorat PLR. Mais que font les partis traditionnels ? Mais c'est le problème de la crise des partis politiques en général, qui concerne autant le libéralisme politique, version PLR, que la social-démocratie. Ça remonte aux années 90, toujours. Je pense, la grande force de l'UDC, de Blocher là en particulier. On a parlé des nations d'élite. Or, justement, se voulant anti-élite, l'UDC se disait aussi anti-intellectuel, ça a été dit. L'ennui, la force de l'UDC, c'est que derrière ce soi-disant discours non intellectuel, ils ont construit un discours ultra-intellectuel, et ils ont repris pied dans le discours intellectuel des années 90, qui était déserté. Et le terrain de l'histoire a été alors un champ de bataille presque pathétique pour les partis du centre-droite et centre-gauche confondus. Il y avait un combat traditionnel avec la gauche, les historiens de gauche qui attaquaient rituellement l'histoire de la Suisse, bourgeoise, etc. Et puis, il y avait en face rien. Et le premier qui a réagi, c'est Blocher. Alors, à sa façon, avec une utilisation pour le moins discutable de l'histoire de la Suisse, c'est clair et net, mais il l'a fait, et il a créé dès lors un contre-feu sur un terrain soi-disant non politique, mais qu'il est en réalité à fond, et ça lui a permis de redéfinir un contexte général lié autour des notions d'identité, de nation, de frontières, qui sont des notions malgré tout intellectuelles, s'il n'y a pas ces définitions-là. Donc ce discours non intellectuel est devenu un discours ultra-intellectuel sur le champ de bataille de l'histoire, et alors, il faut le dire, la démocratie chrétienne helvétique et le libéralisme politique helvétique ont regardé les missiles passer entre la gauche sur ses positions habituelles et la droite blochérienne, en n'ayant rien à dire. Et là, je pense que si en soi, évidemment, les gens n'ont pas voté en fonction de l'histoire de la Suisse, mais ça a changé la donne. Il y a eu un autre discours avec d'autres types de valeurs remises en jeu dans le contexte de fin de la guerre froide. Vous voulez dire que les idéologues et les intellectuels sont à l'UDC? Alors, on l'a remarqué dans les idéologues, ça, on n'avait pas de doute, mais que les gens intelligents et stratèges... C'est ça ce qui est intéressant, et c'est relevé par différents politologues qui ne sont pas vraiment des amis de l'UDC, c'est que l'UDC a repris pied dans des secteurs qui étaient colonisés par la gauche, l'enseignement, les médias, avec un personnel politique formé dans ces milieux-là. C'est Freisinger, par exemple, Techlure. Et c'est des gens qui étaient dans un milieu d'ordinaire de gauche et que le PLR avait perdu également. Maintenant, on constate qu'il y a des jeunes PLR qui s'intéressent à l'enseignement, qui s'intéressent à la fonction publique, etc. Alors, c'est bien, c'est beaucoup... C'est tardif. Et donc, de ce fait-là, il y a eu cette reconstruction, et on voit aussi à l'étranger, avec le néoconservatisme. Après, on pourra se battre sur les définitions qu'il faut accoler à l'UDC, mais en tout cas, c'est vrai, il y a ce contexte néoconservateur dont l'UDC profite. Mais il faut voir que ce discours néoconservateur américain ne date pas de Trump, il était amorcé notamment par Bush. Bush n'est pas évidemment un intellectuel lui-même. En revanche, il était entouré d'intellectuels, souvent d'ailleurs les anciens d'extrême gauche, et qui ont construit ce fameux conservatisme compassionnel
qui a fait rire pas mal de gens, mais il n'empêche, c'était une façon, je pense, quelque part, de reconstruire un conservatisme qui s'adresse aux gens, ou qui a été compris comme tel, un conservatisme populaire, entre guillemets. Et alors, dès lors, il est entré de plein pied, non seulement sur le terrain du libéralisme politique, du PLR, à travers cette notion de liberté, mais également sur le terrain de la social-démocratie, avec ce discours adressé dès lors typiquement au peuple, malgré le mot conservatisme qui ouvrait le feu. Alors ça, c'est pas effectivement typique à l'UDC. Hein. C'est vrai que, Philippe, on a l'impression de manière plus générale qu'aujourd'hui, on n'entend plus que la droite radicale et la gauche radicale. C'est pas le cas qu'en Suisse. Est-ce que c'est parce qu'ils parlent plus fort ou bien est-ce que justement les autres n'ont plus rien à dire? C'est très important ce que vous venez de dire. C'est même décisif pour l'avenir de la politique en général. Parce que tout à l'heure, vous avez dit une chose... Vous avez signalé qu'on parlait du pouvoir d'achat, on parlait des tarifs de l'assurance maladie, enfin bon, et tout de suite l'immigration. Oui, mais justement, je pense que depuis Mitterrand, ce qui a irradié autour de lui ce que c'était qu'une pensée de gauche avec une idée, parce qu'il y avait encore le monde totalitaire d'un côté et le monde libre de l'autre, Mitterrand était un des derniers grands ténor de gauche à faire de la politique, c'est-à-dire en dehors du pouvoir. Il n'était pas bon en économie, Mitterrand. Il n'était pas bon du tout. Et ce qui l'intéressait, c'était les idées. C'est pour ça qu'il a été réélu 2 fois, malgré son impopularité chronique. Les idées. Or, on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne peut plus, et on n'a jamais pu d'ailleurs, se faire élire sur des questions de pouvoir d'achat. On est obligé de parler d'idées. On est obligé de parler, si vous voulez... La force de l'extrême droite et de l'extrême gauche aujourd'hui, c'est que l'extrême gauche, elle parle des lendemains qui chantent, et la droite radicale, elle parle du passé qui chante, d'un conservatisme. Et au centre ou au milieu, il faudrait parler d'un présent qui peut aussi nous enchanter, parce qu'il y a des idées qu'il faut que l'on doit enchanter en politique. Pas simplement le pouvoir d'achat, pas simplement le PIB, pas simplement l'économie, pas simplement le salaire à la fin du mois. Ça ne marche pas, sinon Erdogan n'aurait jamais été réélu en Turquie. C'est parce qu'il a parlé de choses qui ne concernent pas la vie quotidienne des gens. Les gens, ils sont dans une situation épouvantable en Turquie, économiquement parlant. Ils ont voté pour une métaphysique. Et je ne dis pas qu'il faille de la métaphysique. Je pense qu'il faut un discours sur la neutralité. Par exemple, la neutralité, pour la droite suisse, c'est très important. C'est l'identité. Ça fait partie du conservatisme, c'est les antimodernes, etc. Et c'est une position qui doit être combattue sur le plan des idées, pas simplement du point de vue économique. Ça veut dire faire partie d'un ensemble politique libre, avec des libertés, des solidarités entre les pays et une puissance digne à concevoir face à des régimes autoritaires qui ne veulent pas qu'on existe, par exemple. Je ne sais pas, un discours politique de cette sorte, mais la politique, les idées, c'est plus fort que la TVA. Et on ne se fait pas élire sur la TVA. Et la force de l'extrême droite et de l'extrême gauche, c'est que finalement, ils sont sur le terrain des idées. Alors, le Parti socialiste est peut-être une exception hein, dans les partis traditionnels. Il résiste plutôt pas mal, hein, et même il monte un peu selon les sondages. Il résiste pas mal. Il a effectivement les 2 pans. Il a une voix extrêmement sociétale, avec un discours autour, comme la droite radicale. Il a un discours aussi social. Mais il y a quand même des grandes lacunes, par exemple, sur les migrants. Vous reprochez qu'on aille trop sur le thème des migrants. Mais quel est le discours de la gauche aujourd'hui sur les migrants? Quel est le discours qui a été fabriqué? Enfin, on sait que l'UDC va entraîner tout le monde sur ce terrain-là. On a l'impression que les partis traditionnels sont dans la réaction perpétuelle. Il n'y a pas de proaction, il n'y a pas de... Oui, vous savez, alors l'UDC fait mieux que d'entraîner tout le monde sur ce terrain-là. En réalité, les gens, M. Chiesa citait tout à l'heure comme un peu l'équipe qu'il avait choisie et qui aujourd'hui le soutenait, etc. Non seulement ils entraînent là-dessus sur ce terrain-là, mais ils entraînent aussi des migrants dans leurs entreprises, ils les font venir. On se souvient de cas de grands industriels de l'agroalimentaire UDC qui employaient des gens issus de Pologne au noir. On connaît Mme Martoullo-Blocher, et c'est tant mieux pour son entreprise, mais enfin, elle engage énormément de gens qui viennent aussi de l'étranger. Elle n'est pas du tout pour arrêter l'immigration. Il n'y a pas grand monde à l'UDC, en réalité, parmi les représentants de la finance et de l'économie qu'ils ont à l'UDC, qui est pour arrêter l'immigration. Donc nous, c'est extrêmement simple. On dit, la question se pose entre une immigration de gens qui, quand ils arrivent ici, ont à peu près les mêmes droits et les mêmes devoirs que les personnes qui travaillent en Suisse, ce qui rend assez peu attractif finalement de les faire venir en masse parce qu'on casserait les salaires avec ça, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez
et malheureusement à l'UDC c'est clair, une opposition aux conventions collectives, aux salaires minimaux, parce qu'en réalité personne à l'UDC veut freiner l'immigration, personne. Et d'ailleurs, ils ne l'écrivent pas. Ils n'écrivent pas « on arrête », etc. Ils disent « on revient au système des contingents ». Mais au système des contingents, vous avez eu des époques dans l'histoire de la Suisse où l'immigration était bien plus massive qu'aujourd'hui avec des contingents. Pourquoi des contingents? Parce que vous avez des saisonniers, parce que vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup de droits. Dès qu'ils perdent le contrat de travail, hop, ils giclent, si vous me passez l'expression. Et alors, c'est évidemment facile de leur imposer des conditions de vie indécentes, de leur imposer des salaires plus bas, etc. Donc la réponse, si vous voulez, elle est très claire. Est-ce que l'économie suisse a besoin de main-d'œuvre? Si oui, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on remplit ses besoins avec des gens qui ont les mêmes droits, les mêmes salaires et les mêmes devoirs? Ou est-ce qu'on remplit ça avec des gens qui sont précaires? Vous tenez un discours, effectivement, mais c'est un discours qu'on entend très peu, enfin je veux dire un discours très construit sur le besoin de l'immigration et un discours qui justement... Vous avez raison, c'est peut-être un discours qui est trop peu audible. Et ce qu'a dit M. Val est évidemment juste, et je crois qu'ici, personne dit qu'on va faire de la politique avec des petites additions de fin de mois. Même si, attention, ne basculons pas dans le mépris non plus, parce que je pense qu'un des grands problèmes aujourd'hui, le désespoir face auquel on fait face, c'est qu'il n'y a plus seulement un 10-20% de classes très populaires qui ont de la peine avec les fins de mois. Vous avez aujourd'hui des classes moyennes qui se disent mais ça ne va pas mieux que l'année passée, ça ne va pas mieux qu'il y a 10 ans, et je ne suis pas sûr que dans 10 ans... Alors le thème du pouvoir d'achat, effectivement, est un thème crucial que l'UDC aussi a introduit et que le Parti socialiste, dans votre canal, j'aimerais vous dire, on a construit la Suisse avec des grands investissements publics. C'est comme ça qu'on a construit la Suisse. En Suisse, on a le plus long tunnel ferroviaire du monde. Vous croyez qu'on l'aurait construit avec les anti-étatistes de l'UDC? Non, non, non. Alors, on l'a construit avec des gens. C'est pas si évident. Hein. C'est parfaitement clair et c'est parfaitement évident. Non, c'est pas si évident que ça. Vous croyez qu'on aurait des cars postaux dans toutes les vallées du pays avec des mesures d'austérité comme nous les préparait Uli Maurer et continue à les exécuter Mme Keller-Souter? Non. Donc le récit, il est là. En Suisse, on est un pays de gens qui travaillent. Et on veut que les gens qui travaillent, ils aient leur part à la prospérité du pays. Je regarde concrètement les programmes. Ça sera sur ces mots qu'on va conclure cette première partie. Benoît Gaillard, on va conclure cette première partie. On va rester... donc... Je vais répondre à tous ces... Oui, vous allez répondre, mais on va peut-être un peu avancer aussi sur un autre thème, notamment que vous avez introduit. Là, ça mérite vraiment... Attendez, monsieur. Ouais. Allez-y. Ah, je peux y aller. OK. Alors, tout d'abord, l'initiative sur l'immigration de masse, c'est qui était contraire? C'était vous, les socialistes. Et donc, aujourd'hui, on a un article constitutionnel qui parle très clair, qu'on veut la préférence indigène, par exemple, qu'on veut des contingents, qu'on veut des quotas, et vous avez voté contre. Et maintenant, vous reprochez à l'UDC ou bien à quelqu'un comme Madalena Martullo-Blocher, dont vous la connaissez parce que vous êtes en train de dire des monstres conneries sur son entreprise. En quelques mots, je pense que non, ça c'est vraiment... Elle a reconnu qu'elle avait de la main-d'œuvre étrangère, elle l'a dit, elle l'a reconnu. Il est le plus grand employeur du canton Grison. Et je peux même ajouter, par exemple, que par rapport aux petites et moyennes entreprises, c'est l'UDC, le parti qui a plus aidé ces gens-là. On conclut, Monsieur Chiesa, cette première partie. Écoutez, là, il faut quand même donner des réponses. Vous avez évoqué les salaires minimaux. Vous pouvez reprendre après on a les salaires, voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les salaires minimaux, nous, on les a au canton de Tessin. Vous savez qu'est-ce que s'est passé au canton de Tessin? Les frontaliers, ils arrivent, ils prennent les salaires minimaux et la classe moyenne, maintenant, elle doit travailler pour le salaire minimum. Donc ça, c'est une fausse théorie et ça ne fonctionne pas. C'est le peuple qui a voulu. Maintenant, on conclut. Et maintenant ils ont de la peine parce qu'il y a un monstre problème. Vous continuerez après. Deuxième chose. Attendez, Monsieur Chiesa, maintenant, on doit faire absolument une pause. Donc, on se retrouve après pour la suite de vos réponses et aussi les autres thèmes que vous abordez et que vous avez relancés, comme le wokisme, l'anti-wokisme. On en parle dans la deuxième partie. À très vite. Le point de retour, l'UDC qui cartonne et dicte l'agenda politique, ne pouvait pas passer à côté de ce combat du moment, le combat culturel. Marco Chiesa, alors je vais vous laisser brièvement répondre sur la migration et ensuite on y viendra, parce que ça c'est, malgré tout ce que vous dites, c'est le dictat de genre, l'absurdité woke, c'est quelque chose, c'est un paragraphe que vous avez que vous avez ramené dans votre programme et donc ça parle aux gens aussi apparemment. Oui, ça parle aux gens parce que le pouvoir d'achat. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec cette culture woke, parce que les gens veulent encore pouvoir dire quelque chose et pouvoir avoir leur opinion sans que quelqu'un lui dise ou lui fait la morale.
Mais ça, c'est un thème de société, c'est un thème important. Mais sur ce plateau, on a discuté, à mon avis, franchement, de ce qui brûle maintenant dans notre pays. Et qu'est-ce qui brûle? Il brûle aujourd'hui la problématique du pouvoir d'achat. Tout à fait d'accord. Et vous avez dit, l'UDC est contre au salaire minimum. Je vous dis qu'au canton Tessin, on les a. La classe moyenne a vu ses salaires diminuer parce qu'avec 80 000 frontaliers qui veulent travailler pour un salaire minimum, c'est qui a des problèmes? C'est la classe moyenne. Le deuxième point, vous avez dit l'indexation des rentes. Vous n'avez pas accepté ça. Vous savez qui est vraiment le bénéficiaire des indexations des rentes? C'est les riches. C'est les riches parce qu'il y a beaucoup plus de riches qui sont en pension que de personnes qui ont besoin de ça. Alors c'est un petit peu drôle que la gauche, maintenant, veuille octroyer des milliards de francs, mais je dis des milliards de francs, pour les riches qui n'ont pas besoin. Vous donnez ça aussi à M. Blocher. Donc là, à mon avis, vous êtes totalement incohérent. Lorsque vous dites l'UDC, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai proposé l'abolition du valeur locatif pour les rentiers. Vous avez voté contre. J'ai demandé la diminution des taxes sur l'essence lorsqu'on avait un monstre problème, vous vous rappelez, et les pays limitrophes avaient fait quelque chose, et vous, les socialistes, vous avez voté contre. J'ai proposé la déduction totale des primes d'assurance maladie, et vous, les socialistes, vous avez dit non. Qu'est-ce que vous faites pour le pouvoir d'achat? Ça, c'est la question. Parce que c'est bien facile de dire la caisse fédérale, elle a de l'argent, on prend cet argent qui après ne sera plus là et on ne soutient même pas, parce que vous êtes les derniers à soutenir les petites et moyennes entreprises, on ne soutient même pas les entités qui créent du valeur ajoutée dans notre pays. Ça, c'est la gauche dans notre système. Hamid Julliard, justement, qu'est-ce que... C'est la question du pouvoir d'achat, mais la question aussi du sociétal, qui est vraiment cruciale quand même. Vous dites c'est anecdotique, mais malgré tout, vous avez importé, Olivier Meuvely l'a dit, le discours effectivement américain, le discours de Trump. D'ailleurs, c'est des universités, pas de Trump. Alors, le discours des universités, ouais. Mais l'anti-wokisme, c'est le discours trumpien. Hein. On a vraiment quelque chose qui ressemble à presque une concession. Hein. Ça marche en Italie, d'ailleurs, avec Giorgia Meloni. Ça marche à peu près dans tous les pays. On se demande même si vous devez payer une redevance à Trump pour son discours presque importé. Hamid Julliard, justement, c'est quelque chose qui vous frappe aussi. C'est très marquant, en fait. On voit que l'UDC se calque, ou tient en tout cas le même discours. Et puis là, je pense qu'on peut sortir un peu de la politique politicienne ou des débats de fond du Parlement, mais tient le même discours sur les thèmes de société que des vrais néofascistes, que de Jung et Tat, par exemple, en Suisse alémanique. On voit qu'il y a des projets de loi à Genève qui sont déposés par l'UDC pour abolir une loi contre les discriminations, votée ce mois de mars au Grand Conseil. On voit qu'il y a des anciens membres de l'UDC qui font partie de Jung et Tat, qu'il y a des membres de Jung et Tat qui ont participé à des repas organisés par l'UDC. Je me base sur un article du Temps du 14 mars dernier. Et puis tout ça, c'est un discours qui est dangereux, qui est le discours aussi sur la théorie du grand remplacement, qui est reprise par des élus de l'UDC, qu'il faut aussi replacer là au centre. Peut-être on fait un tout petit crochet, justement. Jung et Tat, c'est justement un groupe jeune, identitaire, qualifié d'extrême droite, qui justement fait des actions depuis un certain temps. On en voit une, notamment, c'était à Schaffhouse. On regarde la photo, c'était dans les rues de Schaffhouse, avec des enfants qu'on égorge, des enfants avec la face suisse qu'on égorge. Et ça, effectivement, même Faites Paul s'alarme là-dessus. Ce type d'actions comme ça, qui sont menées presque en votre nom, parce que c'est pas en votre nom. Ils le disent, non, ils disent leur affinité, et c'est souvent concomitant. Il y a eu cette action aussi dans cette école, justement pour interdire la diffusion d'idées dites de genre. Ça, vous les condamnez clairement, Marco Chiesa? Absolument, mais d'ailleurs, lorsque j'ai reçu un petit peu les idées de quoi on discutait, je dû regarder qu'est-ce que c'était le Jung et Tat, non?
Vous ne saviez pas? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu? Jamais entendu, franchement. Je ne sais pas quelles sont les personnes de notre parti qui pourraient être voisins. Notre parti, il a quand même une base de 25% de personnes. Je ne sais pas, ça, ce n'est pas notre style. On est un parti de gouvernement depuis combien d'années? Des dizaines et des dizaines d'années. C'est la stabilité de la Suisse, ce n'est pas la politique qu'on mène. On cherche toujours un petit peu le complotisme, je le vois là, à le Blick, ils cherchent toujours un petit peu. D'ailleurs, on a essayé de faire ça aussi avec Andy Glarner en Suisse alémanique. Ils ont fait 10 éditoriaux sur Andy Glarner et ils l'ont même jamais appelé. Moi, Monsieur Cléza, je l'ai appelé Monsieur Glarner. Non, on a d'ailleurs publié une longue interview de Monsieur Glarner où il s'explique complètement. C'est moi qui ai fait l'interview, je l'ai eu au téléphone. D'ailleurs, je l'ai faite en allemand. Mais juste, je vous dis simplement qu'il a déposé une plainte chez la presse, l'organe de la presse. Du côté de Blick alémanique. Moi, je l'ai appelé pour parler de ça. Et là, encore une fois, on voit qu'il y a des politiciens comme Monsieur Glarner qui ont des phrases et des paroles qui sont quand même pas anodines. Et qui, vous le dites, c'est la démocratie. Pourquoi on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec le woke? Mais moi, je ne suis pas ça. Avec le je donne un exemple de ce que Andreas Glarner, conseiller national, dit dans cette interview. Il dit qu'il faut en gros débarrasser les universités des professeurs de gauche. Vous, Monsieur Chiesa, vous dites aussi qu'il faut se battre contre les parasites de gauche dans les villes. Mais ces paroles-là, elles ne sont pas anodines. Écoutez, elles viennent de quelque part. Et là, il y a des parallèles qui sont tout à fait faisables avec ces groupes qui adoptent exactement le même discours. Mais vous croyez, avec ce que vous dites, que nous, on a un contact, que l'UDC, le premier parti en Suisse, avec 2 conseillers fédéraux, avec une base si élargie de personnes, avec une tradition qui vient de l'agriculture, avec une histoire comme l'UDC, nous, on a des contacts avec ces gens-là. Vous croyez vraiment ça? Parce que si vous croyez ça, moi, je vous mets franchement dans la section des complotistes. Mais et ça, Monsieur Chiesa, ça me préoccupe. Parce que vous êtes... Il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs cas. Madame Guinan, vous êtes journaliste. Si j'ose juste, Madame Guinan, ça, c'est les attaques classiques de l'UDC. Non, c'est ça. Contre les journalistes qui ne disent pas la vérité, nous, on se base toujours sur des faits. Ce que j'ai cité dans mes paroles jusqu'à maintenant, c'est des choses qui ont été écrites dans la presse et qui sont des faits. Maintenant, pour cette proximité-là, on a un autre exemple qui a aussi été révélé par Blick à Genève par ma collègue Daniela Gorbunova, où l'UDC avait un député suppléant qui affichait très clairement sa proximité avec l'idéologie néo-nazie. Et ça, votre vice-présidente de parti, Madame Amodru, l'a reconnu, et elle a reconnu qu'elle n'aurait pas agi de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? L'UDC a cherché à s'en débarrasser en catimini, mais reste que systématiquement, ces gens-là, avec cette idéologie-là, quand ils doivent s'engager en politique, ne choisissent ni la gauche, ni le centre, mais bien l'UDC, et que dans votre électorat, il y a l'extrême droite. Alors, attendez, Olivier Meuvely, justement, comment est-ce qu'on tranche? Enfin, je demande, comment est-ce qu'on définit l'UDC aujourd'hui? Comment faut-il la définir? Oui, c'est un parti qui se greffe sur une grande quantité de traditions historiques. Il y a ce conservatisme et le néoconservatisme qui est une base indiscutable. Longtemps, l'UDC a tenté de se présenter, pas de façon à tort, comme les nouveaux libéraux conservateurs de la fin du 19e siècle. Dans une certaine mesure, ils ont ressuscité cette pensée-là, mais un néo-libéral conservatisme, je dirais, encadré par des éléments alors, clairement populistes, et clairement anti-establishment, tout ceci. Maintenant, il y a cette évolution néo-conservatrice avec ces tendances nationales, mais le nationalisme en soi, le patriotisme, après on peut discuter sur les termes, est clairement ancré aussi dans le conservatisme politique dit de droite. Ça, c'est clair. Donc c'est un peu cet ensemble-là. Il faut toujours être prudent avec. Alors c'est évident, chaque bloc politique, chaque parti a ses problèmes avec ses extrêmes. Alors, ce que vous citez, en effet, sur l'UDC de faire le ménage dans les rangs, comme à la suite des exemples que vous citez. On a vu des problèmes pas très
éloignée, mais sur l'autre bord, avec toute la gauche de gouvernement, aussi, de différentes formes, avec les problèmes liés aux manifestations, au Black Bloc, etc. À chaque grosse manifestation, à tout ce problème-là, quelle attitude vont adopter les partis de gauche traditionnels à l'égard des extrémistes qui polluent les manifestations qui sont... Parce que la manifestation, en l'occurrence, alors, la manifestation UDC, elle a pas un problème, ça. Ouais. Ah ouais, non, Pour lui, le problème, c'est la droite. Non, mais c'est clair, mais malgré tout, les partis ont des problèmes. Comme ça. Ont des problèmes vous n'écrivez avec jamais rien du tout sur la gauche. Oui. Alors, on va vous poser la question, est-ce que vous condamnez pas. justement les actions de la gauche radicale, quand il y a eu, par exemple, des débordements comme à Genève? Voilà, exactement. Mais évidemment, Exactement. comme journaliste, oui, comme citoyen, oui, on écrit sur ce genre de violence. On a écrit ce jour même, M. Chiesa, un article sur des antifas qui ont attaqué le groupe de Jungetat et des féministes de la droite dure à Berne hier soir. C'est sur le site de Blick en français et en allemand. Et alors, pourquoi on est en train de discuter du problème que n'existe pas, je vous répète, de la droite, et on n'est pas ici à discuter du problème de la gauche avec ces antifas qui, ma foi, ils font des dégâts monstrueux, qui, nous, on doit payer même la police, etc. Et pour vous, ça c'est un moindre de problème. Là, il faut prendre le petit problème que moi, je veux résoudre, et s'il y a un problème, Monsieur je Chiesa, résous. Mais chez vous, parce que vous avez une attitude politique. Laissez répondre Vous avez une Benoît ligne Gaillard. politique. Vous avez une ligne politique. Benoît Gaillard, justement, est-ce qu'il y a deux points? Vous êtes engagé politiquement. La question, c'est est-ce que justement l'UDC aujourd'hui, ses polices, c'est suffisamment pour faire le ménage ou pas assez? Écoutez, moi j'ai toujours considéré que c'est pas en se battant sur la bonne étiquette, en glapissant ceci, cela comme désignation qu'on fait avancer les choses. Mais ça vaut aussi pour vous, Monsieur Chiesa. Moi, je ne traiterai jamais personne de parasite, et je serais pas extrêmement fier de l'avoir fait, parce qu'on aime le débat politique, ça se voit, on aime la confrontation. Je répète et je le souligne. Permettez-moi d'avoir ce différent avec vous. Oui, moi, je suis pour qu'en démocratie, ça tape, mais dans les idées, et je pense qu'on doit s'épargner ce genre de qualificatif. Maintenant, de savoir si c'est l'extrême droite, si c'est pas l'extrême droite, si on condamne un parti à cause de son électorat ou pas, là, on aura peut-être un petit différent. Vous avez sans doute raison, sociologiquement, il y a des gens d'extrême droite dans l'électorat de l'UDC. Enfin, si on commence par réduire l'UDC à une frange de son électorat, je pense que du point de vue du débat, on ne progresse pas. Par contre, il y a une constante, et ça vous l'avez brillamment illustré, c'est que l'UDC est toujours forte avec les faibles, c'est-à-dire on cherche ceux qui finalement vont pouvoir être les objets de la prochaine critique, qu'ils soient des minorités, qu'ils soient inévitablement les étrangers, même quand ils bossent, parce qu'il y a quand même une chose qu'on doit dire avec la libre circulation qui est tellement détestée par M. Chiesa, c'est qu'il n'y a que des étrangers qui travaillent, qui viennent travailler en Suisse. Donc ils ne viennent pas se la couler douce, ils ne viennent pas se reposer en Suisse. Ça, c'est plutôt les milliardaires qui se font vacciner dans les cliniques de Suisse orientale. Mais enfin, ceux qui viennent, ils travaillent. Alors ceux-là, on a toujours un petit briquette à mettre, on peut toujours un peu leur taper dessus, en leur reprochant, soit on leur reproche de gagner trop, soit on leur reproche de gagner pas assez, vous l'avez fait aussi. Donc c'est génial, c'est leur faute tout le temps. Par contre, les forts, alors l'élite financière zurichoise, qui est par ailleurs extrêmement bien représentée dans la direction de votre parti, les grandes entreprises, leurs représentants, etc., ceux-là, vous aurez remarqué, on leur tape jamais dessus, jamais. Et on se pose jamais la question, finalement, qui est responsable, par exemple, aujourd'hui, de l'inflation, de la stagnation des salaires. Tous les économistes, même la Banque Centrale Européenne le dit. Ce qui tire aujourd'hui l'inflation, c'est la reconstitution des profits des entreprises. En gros, on a un problème d'inflation tiré par les profits des entreprises. Vous irez lire Madame Lagarde, pas exactement une personnalité woke ou de gauche. Elle dit, on a un problème, l'inflation est tirée par les marges des entreprises. Jamais vous n'entendrez l'UDC, ne serait-ce que le dire. Ça franchira jamais la limite de leurs lèvres, parce que c'est pas possible. Parce que ces gens-là les financent pour dresser ces écrans de fumée, taper le plus possible. Mais si vous avez un milliard de patrimoine, immobilier avec Ounia et mais écoutez, 1 milliard de francs de patrimoine immobilier. La vérité, c'est que vous ne vous préoccupez pas du sort des gens qui travaillent dans ce pays. Ça ne vous intéresse pas. Vous venez d'expliquer que des salaires minimums votés par le peuple, en fait, le peuple s'est trompé, et puis il vaut mieux ne pas respecter ces salaires minimums. Regardez les salaires On voit les deux vrais adversaires de cette campagne électorale, le Parti socialiste, Canal. Il ne fallait pas nous inviter. Thierry Maya et justement l'UDC, M. Chiesa, Olivier Meuvlier. Mais ce qui est amusant, cette querelle, c'est qu'en effet, on se détourne presque de la question initiale que vous posiez.
comment ça se fait dès lors que des gens s'intéressent en aussi grand nombre à ce parti qui, d'après M. Gaillard, surjoue le côté ou survalorise les possédants. Donc il y a bien d'autres questions qui se posent, et ça rejoint le problème du discours. Mais je fais juste une incision aussi, c'est qu'en fait, M. Gaillard, en ayant ces lignes-là, intéresse aussi beaucoup d'électeurs. Ah oui, ça, je ne doute pas à l'instant, mais ça n'explique pas comment, malgré tout, bien par rapport à l'UDC. Oui, le PS est à la lutte avec le PLR, disons que c'est pas dégringolé beaucoup, mais l'un est devant l'autre et vice-versa. Dans le train arrière, ils se maintiennent, voire progressent un peu. Et ça pose bien le problème des discours. Et le danger des étiquettes, et là je vous rejoins totalement, c'est que le problème de dire si on est anti-woke, on est UDC. Et là, il faut se méfier. Parce que là, on fait le jeu terriblement, justement, de l'UDC, par exemple, en Suisse, ou alors d'autres mouvements à l'étranger. Alors oui, mais évidemment, mais l'ennui, c'est que souvent, il y a cette évolution qui se fait. Je le vois aussi par rapport au discours sur l'histoire, également des fois par rapport à ceux qui s'intéressent à la Russie, qui trouvent que leur discours sur l'histoire n'est pas si mal que ça. Donc, après, ça va arriver dans des conflits qui seront extrêmement redoutables pour les partis de centre-droite et de centre-gauche, où d'un côté, on devra se prononcer quasiment définitive. Si on n'est pas d'un côté, on est forcément de l'autre extrême. Et ça, c'est un danger que je crains très fortement par rapport à ces discours. Et là, le wokisme, quelque part, est assez intéressant parce qu'il cristallise ce genre de discussion et alors il crée des polarisations, des polarités qui sont en conflit. Et alors l'UDC passe aujourd'hui pour le Parti de la Liberté. Le Parti de la Liberté, c'est d'ailleurs depuis la loi Covid, etc. Dans le wokisme aussi, c'est les anti-cancel culture, etc. Mais que fait le Parti de la Liberté, le PLR, justement, le libéralisme, il est où? Le libéralisme, je disais tout à l'heure, depuis les années 1990, il a perdu le terrain de l'histoire, donc du discours, ce qui n'a pas aidé. Maintenant, pour le PLR, en effet, c'est un parti qui, dans sa tradition philosophique, que j'apprécie être personnel, c'est un parti de synthèse. Donc l'ennui du PLR, c'est que vouloir proposer des synthèses est intellectuellement juste, et je pense qu'il a raison de vouloir jouer sur ce terrain-là. L'ennui, c'est qu'il a de la peine à anticiper les bonnes questions. Et ça, on revient sur ce déficit du discours intellectuel, alors que le libéralisme politique a lâché. C'est que pour anticiper, il faut se poser des questions qui font mal, si possible avant que l'adversaire politique les pose. Ou que la réalité les fasse jaillir au visage du parti. Par exemple. Alors, ça, on peut aligner. Alors, on peut voir les positions. Des fois, le PLR et l'UDC se rapprochent. Des fois, ils sont en opposition. Des fois, il y a eu aussi des alliances de PS sur les étrangers en particulier. Mais le problème du PLR se trouve, je crois, ici, cette difficulté à reconstruire ce discours, une fois de plus, libéral. Je pense, à titre personnel, qu'il y a des réponses aussi libérales. Le wokisme n'est pas forcément égal Poutine ou UDC ou je sais pas quoi. Que sur l'histoire, il y avait un discours libéral à tenir. Sur l'immigration, avec le problème, en effet, des entreprises enfin, la question des entreprises. Donc, il y avait aussi des discours, des réponses libérales à toutes ces questions, ou de société, ou d'histoire. Et alors là, le PLR a encore du retard, je pense, et il va dans se faire manger ce travail-là. Complètement. Alors, c'est pas sûr. Deuxièmement, il y a aussi l'union des droites. Il y a aussi les réalités cantonales qui sont très importantes. Monsieur a raison de rappeler ceci. C'est que la réalité genevoise n'est pas la réalité vaudoise, n'est pas la réalité zurichoise. Donc ça, c'est des éléments qui sont non négligeables. Maintenant, alors, en revanche, ce qui pourrait peut-être arriver, c'est suivant l'évolution. Si l'UDC devient hyper néoconservatrice, et si la gauche se wokise, est-ce que des fois il y aura un nouveau centre qui va émerger entre l'aile droite du PS et l'aile gauche du PLR? J'avais écrit une fois un article dans le Temps pour poser la question. La gauche se wokise, on l'a vu aussi devenir. Non, mais peut-être qu'un jour, il y aura les plaques tectoniques de la politique. Un petit peu d'avance et on voit qu'effectivement, de toute façon, ça ne fait que faire monter les radicalités. On verra. Mais on est bien d'accord. Mais l'ennui, c'est qu'en effet, ça peut, les évolutions aujourd'hui, mais aucun parti, tous les partis évoluent, ils sont protégés en Suisse par la démocratie directe, ils sont moins exposés à la crise qu'à l'étranger, où ils sont en première ligne. Dès qu'il y a un problème, c'est le Parlement, donc les partis. En Suisse, les partis sont derrière. Mais il n'empêche que peut-être un jour, il y aura des recompositions à travers des tendances qu'on n'aura pas réussi à contrôler à travers un centre centre-gauche, centre-droite, qui reprend les questions intellectuelles. Alors, ce sera une fausse conclusion. Oui, Philippe, très rapidement, parce que j'aimerais vous interroger, Monsieur Chiesa, justement, sur le wokisme, c'est très intéressant, parce PLR, que en particulier. Les gens qui se réclament du wokisme disent que le wokisme n'existe pas. Et déjà c'est très difficile à saisir. Non, c'est un fantasme d'extrême droite. Poutine
et Trump sont contre le wokisme. Okay, donc c'est un truc trumpiste et poutinien. C'est ridicule. Il y a énormément de gens qui sont contre l'identitarisme. Et d'ailleurs, finalement... Sauf qu'on les entend plus, on les entend plus, Philippe. Là, il faut que je vous interrompe parce qu'il faut que je pose juste brièvement la question. À Genève, on a justement un candidat, votre candidat, Lionel Dujardil. Il y a une affaire qui a été révélée par Blick récemment. Ce candidat a eu plusieurs problèmes, mais le dernier, c'est qu'il a été justement, il a cassé la figure d'un cambrioleur que des policiers actuellement sous enquête lui ont amené. C'est pas la première ligne rouge qui franchit. Ça, c'est très UDC compatible au niveau des valeurs, vous savez, sécurité. Moi, je pense qu'il y a une enquête. Hein. Il y a une enquête aussi sur les policiers. Qu'est-ce que c'est Il y a une enquête sur les policiers, pas de plainte contre Lionel Dujardil. Voilà, pas de plainte contre... Il n'est donc pas sous enquête. Qui n'est pas sous enquête. Il n'est pas sous enquête. Lorsque j'ai lu, et vous pouvez me confirmer si j'ai bien lu ça, qu'il a subi 8 cambriolages et il ne peut plus vivre d'une façon sereine et en sécurité chez lui, moi, je suis tout à fait modéré. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la huitième fois. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit payer. C'est tout à fait clair. Il doit payer dans le sens, au niveau, s'il y aura une sentence, s'il devra... Mais le point, ce n'est pas qu'est-ce qu'il a fait, le député. Mais ce n'est pas un citoyen lambda, il est candidat à l'élection fédérale. Voilà. Donc, pour représenter l'état de droit pour l'UDC à Berne. Le problème, c'est la sécurité de ce pays. C'est le fait qu'on ne peut pas vivre... Il va conclure. Ami Julien, laissez finir, monsieur Chiesa. Alors, si quelqu'un va frapper votre fils ou votre fille, si vous subissez 8 cambriolages en une année, si votre femme doit visiter peut-être le psychiatre... On a compris votre réponse, donc absolution de Lionel Dujardil. Et là, on doit conclure. On va conclure, peut-être les journalistes publics ne font rien du tout. Mais un homme qui a... des sentiments, voilà. Peut-être, il faut faire quelque chose. On conclura sur cette réponse. Donc, Lionel Dujardil, absolu. Voilà, le point donc sur la toute-puissance de l'UDC en Suisse. Pourquoi et qui, pour lutter contre, c'est terminé sur ce plateau, du moins. Merci à tous nos invités, à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, une rencontre au sommet dans le point. Le choc de 2 civilisations, l'Union européenne face à la Suisse, ce qui fâche ou s'accroche et comment peut-être s'accrocher. Nous recevrons l'ambassadeur de l'Union européenne en Suisse face à 3 parlementaires romans, un UDC, un PLR et un socialiste. Ce sera mercredi prochain à 20h dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.